Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, ça m'avait manqué quand même un peu. Mais j'avais quand même d'autres projets que je voulais mettre en avant, comme la vidéo du book tour ou encore la vidéo sur les différents procès des sorcières, plus la vidéo du coup d'Halloween de Sawin Halloween, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je voulais aussi vous la faire et donc là on revient à notre format habituel, celui que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui je vais pas présenter 3 histoires comme j'avais fait la dernière fois, aujourd'hui je vais en présenter que 2. J'ai longtemps hésité sur plusieurs pays et je me suis dit pourquoi pas continuer finalement avec la France. Généralement ce sont des réelles légendes ou de vrais monstres. Et pour le coup, le deuxième, il me semble qu'il est assez connu. Moi, c'est pas la première fois que j'en entends parler. On a beaucoup entendu cette histoire à l'époque à laquelle ça s'est passé. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite avec la première histoire de Monstres et légendes. On plonge tout de suite dans une légende fascinante et troublante qui hante encore les rues de la belle ville de Nantes, l'histoire de la femme à la tête décapitée. Le récit que je vais vous raconter y mélange à la fois histoire, mystère et réflexion sur les conditions humaines. Préparez-vous à découvrir les mystères et les tragédies d'une époque révolue. Pour comprendre cette légende, on doit d'abord se plonger dans un contexte historique entre le XVIe et le XVIIe siècle. À cette époque, la France était en proie à des tensions politiques et religieuses. À ce moment-là, les procès de sorcellerie étaient en plein essor. La France était marquée par une peur généralisée du surnaturel et de l'inconnu. Nantes, alors une ville prospère, est un terrain fertile pour les croyances superstitieuses. Pour ceux qui ont regardé une de mes dernières vidéos sur la chasse aux sorcières, cette histoire, elle rejoint un peu ce que je vous avais déjà raconté. Donc si jamais t'as pas vu encore cette vidéo, je t'invite vraiment à la voir parce que c'est très intéressant. Au cœur de notre histoire, on a une femme qui est décrite comme belle et mystérieuse. De sa beauté naturelle, elle attire tout naturellement l'attention de son entourage, mais aussi la jalousie. Des rumeurs commencent à circuler. Elle est accusée de pratiquer de la sorcellerie. À cette époque-là, ce type d'accusation relevait très souvent de la paranoïa ou de la jalousie. Et c'est en utilisant le sujet de la sorcellerie ou de la magie que les personnes se faisaient accuser. Donc ils utilisaient la magie comme bouc émissaire pour des problèmes bien plus profonds au sein de la communauté. Après une enquête sommaire, et certainement biaisée, cette femme est amenée à être jugée, comme la plupart de toutes les femmes ou toutes les personnes qui sont accusées de sorcellerie. On va dire qu'à l'époque, ils ne cherchaient pas vraiment à comprendre à partir du moment où on parle de sorcellerie. Les procès pour sorcellerie étaient généralement très rapides et souvent très loin d'être justes. Les preuves étaient souvent faites sur la base de témoignages peu fiables ou des confessions forcées, entraînant forcément par la suite des condamnations à mort. Et cette femme n'en a pas fait l'exception. Après avoir été accusée et jugée, elle est décapitée, un châtiment extrêmement sévère, mais très répandu à l'époque. La rapidité de son procès et la brutalité de sa fin révèlent à quel point la peur et l'ignorance pouvaient déterminer le sort d'un individu. N'hésitez pas à me dire en commentaire après chaque histoire ce que vous en pensez. Sans vous mentir, pour moi, ça revient à la même chose que ce que je racontais dans ma vidéo précédente. Il y a eu, à un moment donné, et même encore aujourd'hui, c'est moins répandu, mais ça l'est encore, on utilise beaucoup la religion comme bouc émissaire pour justifier certaines paroles et certains actes envers certains individus. L'humain, en général, a peur de l'inconnu et n'est pas très courageux pour aller se questionner ou questionner directement les personnes parce qu'il y a énormément d'informations qui sont erronées, qui sont vulgarisées avec les films, notamment les films d'ailleurs. Après sa mort, des histoires commencent à fleurir dans la ville de Nantes au sujet de son esprit. Il semblerait, d'après les rumeurs, les témoignages et les récits, que son esprit hanterait la ville de Nantes. Les récits suggèrent qu'elle apparaît très souvent avec sa tête sous son bras, cherchant désespérément à retrouver son corps, ou à se venger de ceux qui l'ont condamnée. Des témoignages avides de sensations rapportent des rencontres avec son fantôme, soit près des lieux où elle vivait, soit près du lieu où elle a été exécutée. Ces histoires alimentent la curiosité populaire et renforcent le caractère mystérieux de la légende. De nombreux endroits à Nantes sont désormais associés à sa légende. Les ruelles sombres, les anciens sites d'exécution ou encore les anciens châteaux attirent ceux qui cherchent à ressentir une connexion avec le passé ou à pouvoir visualiser son esprit. Ce lieu devient une attraction pour les amateurs de récits paranormaux et sont des sujets populaires
dans la culture locale comme dans les livres ou dans les circuits guidés. Je vais maintenant vous parler d'un mystère qui a captivé l'imagination de beaucoup, celui de la bête du Gévaudan. Cette légende, qui remonte au XVIIIe siècle, repose sur des événements réels mêlant frayeur et éléments mythiques. Préparez-vous à découvrir l'histoire énigmatique d'une bête qui a effrayé tout le sud de la France. Située dans la région montagneuse du Gévaudan, dans le Massif central, cette histoire commence vers 1764. À cette époque, la France est déjà secouée par des bouleversements politiques et la vie rurale est marquée par des croyances superstitieuses. Les habitants des villages reculés vivent dans la peur constante des forces de la nature ou des bêtes sauvages qui peuplent leurs forêts. En juin 1764, plusieurs rapports commencent à circuler sur une mystérieuse bête qui attaque le bétail et, plus effrayant encore, les êtres humains. Les premières victimes sont généralement des femmes ou des enfants. Les témoignages décrivent une bête immense, semblable à un loup, mais de taille beaucoup plus grande. Cette bête a une fourrure grise et des dents acérées. Les signes de carnage sont terrifiants et provoquent la panique dans toute la région. Face à la montée de la terreur, les autorités locales puis nationales prennent la situation très au sérieux. Des battues sont alors organisées entre villageois et chasseurs, dans l'espoir de capturer ou de tuer cette bête. À cette époque, les récits médiatiques commencent à se répandre, alimentant la peur collective et suscitant l'intérêt du roi Louis XV. Il dépêche des chasseurs expérimentés pour traquer cette créature insaisissable. Au cours des mois suivants, plusieurs bêtes sont tuées, mais aucune ne correspond à la bête recherchée. En janvier 1965, un chasseur réussit à abattre l'animal colossal qu'il prétendait être la bête. Les villageois célèbrent sa mort avec soulagement, mais ce soulagement est de courte durée. Peu de temps après, les attaques continuent à se produire, ce qui va renforcer la crainte des habitants. Avec le temps, plusieurs théories émergent sur l'histoire de la bête. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature hybride, d'un loup géant ou même d'un animal de compagnie échappé. D'autres évoquent des superstitions suggérant que la bête est le résultat d'une malédiction. Cette aura mystérieuse autour de la bête de Gévaudan transforme l'histoire en une légende locale, alimentée par des histoires autour du feu. La véritable fin des attaques se produit en 1767, lorsque les soldats du roi traquent la bête. Finalement, un colporteur de la région finit par tuer un grand loup qu'il présente comme la bête et responsable des atrocités. Les autorités affirment qu'il s'agit bien de l'animal recherché. Même si certains émettent des doutes, le calme revient dans le village de Gévaudan, mais le mystère reste entier. La légende de la bête de Gévaudan ne s'arrête pas avec la fin des attaques. Elle devient une source d'inspiration pour les écrivains, les artistes et les cinéastes au fil des siècles. Plusieurs adaptations, en film ou en livre, ont capturé l'imaginaire collectif, illustrant la fascinante dualité de l'homme face à l'inconnu et à la peur de ce qui peut surgir de l'obscurité. La conclusion, c'est un peu la même finalement que la première histoire. Tout provient de la peur de l'inconnu. Il y a quand même pas mal d'attaques. Je sais pas ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à aller t'informer parce que cette histoire a été pas mal médiatisée, reprise par d'autres vidéos, par d'autres créateurs de contenu, donc n'hésite pas à aller la voir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le nouvel épisode de Monstres et Légendes. J'ai déjà plein d'idées pour la prochaine vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo sur un autre pays, je l'ai déjà en tête, j'ai déjà visualisé, et sur un monstre en particulier, sur une légende qui est très très connue. Bon, dans ce pays, on en parle beaucoup, c'est encore une légende qui est reprise pour les enfants. Une grosse bébête bien poilue avec des griffes et tout et tout. Si jamais tu penses avoir trouvé, je te laisse me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, c'est très important pour agrandir la communauté, et à laisser un commentaire et un like. On se dit à la prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao!